Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, le projet de cession d'une partie des actions de l'État dans le capital social de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie BTCI sur la bonne voie. Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret hier. Des précisions dans ce journal. 1051 cas de contamination et 8 décès en une semaine au Togo. La COVID-19 connaît une flambée inquiétante. Face à la situation, la Coordination nationale de gestion de la riposte contre la maladie appelle à nouveau au respect des mesures barrières et à la vaccination. La réforme de l'état civil au Togo préoccupe le gouvernement. Des acteurs impliqués dans l'enregistrement des faits d'état civil ont fait des recommandations hier à l'issue de leur rencontre. Et puis sport football, quelques 30 buts marqués pour la première journée du championnat national de football féminin de première division. Les différents matchs ont été disputés mardi et mercredi. radiolomé.tg. Le processus de privatisation de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie BTCI se poursuit. Un projet de décret fixant les modalités et le prix de cession d'une partie des actions de cette banque a été adopté hier en Conseil des ministres. Lors d'un point de presse, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, a donné des détails sur ce texte de loi ainsi que celui relatif au transport des marchandises et des déchets dangereux. Emmanuel Amegblame. Pour le professeur Akoda Ayoadan, la cession d'une partie des actions de l'État dans le capital social de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie est motivée par plusieurs raisons. Le Conseil des ministres a adopté un décret qui acte la cession de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie à un partenaire stratégique. Alors, il s'agit du fruit d'un long processus. Depuis 2018, l'Assemblée nationale avait autorisé le gouvernement à procéder à la privatisation de deux banques, notamment la BTCI et l'UTB. Et ce processus a engagé un certain nombre d'investisseurs étrangers, de partenaires stratégiques, pour permettre leur entrée dans l'activité bancaire sur notre territoire. Vous savez, le Togo ambitionne depuis quelques années à devenir un hub financier. Alors, ce qui a motivé ce choix, c'est tout simplement la volonté du gouvernement de permettre aux différentes entités bancaires sur la place de pouvoir être dans la concurrence avec les grandes places financières de la sous-région et voire du monde. La BTCI était confrontée à des défis, à de nouveaux défis. Et il lui fallait un renforcement pour que cette banque puisse faire face aux défis nouveaux. Vous savez, il n'est pas toujours facile de laisser partir les bijoux de famille. La BTCI est une banque historique, mais face aux exigences de l'heure, il s'imposait de procéder à Le processus de privatisation a démarré depuis quelques années et la durée de ce processus est justifiée par le niveau d'exigence de l'État quant aux partenaires stratégiques à accepter ou à faire venir dans le capital social. Et l'État a veillé dans ce processus à conserver 10% du capital social pour avoir son œil dans la gestion de la banque à venir. La question des salariés est une question importante, est une question qui est primordiale pour l'État en tout cas. En général, lors de ce type de cession, il y a des mouvements des salariés. Et l'État veillera sur la base du nouveau code qui a été adopté, sur la base également des tractations qui ont déjà eu lieu avec le partenaire stratégique. L'État veillera à ce que les intérêts des employés, les intérêts des salariés actuels soient préservés. Vous savez, le partenaire en question n'est pas un étranger, c'est IB Holding qui aujourd'hui a déjà démontré à travers des filiales qui existent au Burkina Faso, IB Bank, et pareillement à Djibouti, a démontré sa capacité à mener à bien ce type d'opération et également son assise financière pour pouvoir conduire ce type d'opération. En ce qui concerne le transport des marchandises et déchets dangereux, l'État, par ce décret, se veut prévoyant. Professeur Akoda Ayoadan. Lorsqu'on prend par exemple l'acide chlorhydrique, c'est une marchandise dangereuse. Lorsqu'on prend par exemple les engrais,
Ce sont des marchandises dangereuses, les batteries, les piles. Donc ce sont des marchandises spécifiques pour obéir à des normes particulières. Je vais prendre un exemple. Il y a eu très récemment, coup sur coup, un certain nombre de catastrophes dans certains ports. Je vais prendre le port de Beyrouth, par exemple, sur des marchandises qui sont considérées comme des marchandises dangereuses. Donc, parce que ces marchandises sont spécifiques et que leur transport et stockage est normalisé, il faut absolument encadrer ce type d'activité. Il est vrai qu'il y a des normes internationales qui encadrent déjà le transport et le stockage de ces marchandises. Donc, les textes que nous souhaitons prendre aujourd'hui ont pour vocation notamment à opérationnaliser ces normes internationales et également à proposer un cadre national beaucoup plus carré pour encadrer le transport et le stockage de ces marchandises particulières. Pour nous, vous savez, lorsque vous faites le transport de ces marchandises et qu'il y a un accident, par exemple, les conséquences peuvent être dramatiques d'un point de vue environnemental, d'un point de vue même de l'intégrité des personnes qui peuvent être tout près de ces marchandises, ce qui fait qu'il y a véritablement une nécessité à procéder à cet encadrement. La situation sanitaire et la stratégie vaccinale ont fait également objet de discussion. Justement, en Conseil des ministres, dans la communication relative à la situation sanitaire et à la stratégie vaccinale contre le coronavirus, il est apparu que notre pays connaît un nouveau pic de contamination depuis juin dernier avec une moyenne de plus de 100 nouveaux cas journaliers. Les analyses montrent que l'observation des gestes barrières et la vaccination restent les seuls moyens de prévention contre la maladie. La hausse des cas de contamination est inquiétante. Cette semaine, le Togo a enregistré 1051 cas contre 215 il y a 2 semaines et 523 la semaine précédente. Dans son point de presse hier, la Coordination nationale de gestion de la riposte contre la Covid a rappelé les règles à respecter pour espérer freiner la propagation de cette pandémie. Sibyl Lanson. L'augmentation de cas Covid-19 positifs au Togo confirme une nouvelle vague provoquée probablement par le variant Delta. Sur 1051 cas enregistrés la semaine dernière, 90% concernent le Grand Lomé. Et plus les cas augmentent, les hospitalisations en réanimation augmentent. Les décès aussi. Colonel Djibril Mohamed. Avant, nous comptons 1 ou 2 ou 3 décès au maximum par semaine. Depuis 3 à 4 semaines, nous sommes autour de 6 à 8 décès par semaine. Et cette semaine, nous avons enregistré 6 décès. La semaine dernière, 7 décès. Le Grand Lomé est le point essentiel où se trouvent 90% des cas. Les préfectures actuellement les plus touchées, si je veux citer pour cette semaine, nous avons Loti Sud où il y a eu 10 cas cette semaine. Il y a dans le Zio où il y a eu 12 cas. Dans le Vaud où il y a eu 21 cas. Dans les lacs où il y a eu 19 cas, dans la préfecture d'Agou où il y a eu 9 cas, Est-Mono 13 cas et la préfecture d'Akebou 6 cas. Tout en voyant que les autres préfectures ont 1 ou 2 cas de temps en temps. La situation nous rappelle l'importance d'un respect encore plus rigoureux des mesures barrières, mais aussi le respect des mesures restrictives. Ça, j'en appelle à la responsabilité des tenanciers de bar, je le répète toujours, des tenanciers des boîtes de nuit, mais aussi l'organisation et la célébration des mariages, des funérailles. Tout ceci reste toujours interdit par les mesures prises par le gouvernement. Et il est clair aussi que l'essentiel des cas graves concerne actuellement les personnes non vaccinées et qui ont surtout les comorbidités, d'autres maladies qui affaiblissent leur système de défense. Et puis, cette tendance ne concerne pas que le Togo, c'est une tendance mondiale. Mais cette tendance mondiale aussi confirme l'efficacité de la vaccination. Les doses de vaccin Johnson & Johnson réceptionnées le 5 août dernier par le gouvernement, 117 600 doses sur un total de 4 millions de doses commandées, devront être déployées dans le Grand Lomé et administrées aux personnes âgées de 20 ans et plus n'ayant reçu aucun vaccin auparavant. Pour ce vaccin Johnson & Johnson, une seule dose suffit.
La traditionnelle rencontre entre la presse et la coordination de riposte au Covid-19 au Togo a été déplacée hier au CHR Lomé Commune, le centre dédié à la prise en charge des malades Covid-19. Une démarche qui a pour objectif de faire vivre aux professionnels des médias et à travers eux à toute la population les réalités du site. Médecin lieutenant-colonel Makamaze Atafei, directeur général du CHR Lomé Commune. Le type de malades qui arrivent ici, c'est des malades Covid positifs présentant des signes et nécessitant une hospitalisation. Et généralement, ces malades arrivent dans des situations graves et sévères. Surtout depuis 1 mois et demi maintenant que la flambée a commencé, nous ne recevons que des cas graves nécessitant des hospitalisations en réanimation. Et c'est ça qui fait le lot du travail que nous faisons. Les 90% des gens qui arrivent sont dans un état critique et grave. Comment nous recevons nos patients? Étant un centre de référence, les malades nous proviennent des autres structures sanitaires, qu'elles soient publiques, privées, confessionnelles ou parfois même de domicile. Certains sont évacués de l'intérieur du pays pour y être acheminés ici. Donc, généralement, c'est les structures, lorsqu'elles reçoivent des cas et elles jugent qu'il faut les hospitaliser, nous font appel et ensemble, ici, il y a un chef des opérations. C'est autour de lui s'organisent les activités. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Fin hier à Lomé des travaux de la rencontre de réflexion sur la mise en œuvre de l'état civil au Togo. C'est dans le cadre de la célébration de la 4e journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil et de l'établissement des statistiques de l'état civil observé le 10 août de chaque année. Kilimboyode Abirilemo. L'édition 2021 de cette célébration, 3e du genre au plan national, est placée sous le thème Leadership pour un service essentiel, construire des systèmes d'enregistrement et de statistiques de l'état civil résilient en Afrique qui fournissent des services innovants, intégrés et décentralisés pour la période post-Covid-19. Douti Lardja, président du comité d'état civil. L'enregistrement des faits d'état civil, chose très importante. L'existence d'un être humain, ça commence par l'acte de naissance. C'est ça qui vous suit jusqu'à la mort. Si vous ne l'avez pas, légalement, vous n'existez pas. Et donc, la réforme a recommandé un certain nombre d'activités. Et si cette réforme est mise en œuvre, je crois que ça va booster notre état civil, c'est-à-dire son fonctionnement. Il s'agira entre autres d'informatiser, de digitaliser et donc d'avoir des agents d'état civil qualifiés. Clôturant les travaux, le directeur du cabinet du ministère de l'administration territoriale, Bakay Baobadi, a estimé que les actes d'état civil sont d'une importance capitale et chacun doit être responsable. Vos efforts sans ménage ont favorisé un maillage complet du thème pour féconder les résultats que tout le monde attendait. C'est donc l'occasion de vous rassurer que les recommandations issues de vos travaux seront transmises à main propre à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, pour une suite conséquente. Et je ne doute pas un seul instant de la célérité avec laquelle celles-ci, c'est-à-dire les résolutions, seront mises en œuvre. Rendez-vous l'année prochaine. Magazine agricole à présent, les animaux vivent le plus souvent dans un environnement plein de maladies, d'où la nécessité de les protéger pour rentabiliser les efforts de l'État en vue de booster le cheptel et lutter contre la pauvreté. Comment procéder à leur protection? La réponse avec Odette Pira. La lutte contre les maladies chez les animaux commence par leur surveillance, notamment la détection de tout cas suspect, ce qui permet de mettre en œuvre des actions de contrôle. Quelles sont ces actions de contrôle? Dr Boukaya Gado Abdou, vétérinaire épidémiologiste de terrain, première ligne, chef section de production animale à l'éthique et contrôle vétérinaire de la région maritime. Ces contrôles peuvent être d'abord sanitaires. Et sanitaire, c'est que on met en œuvre les mesures d'hygiène et de prévention pour éviter non seulement l'introduction des maladies au sein du troupeau, mais aussi éviter qu'une maladie détectée
rester dans un troupeau ou dans une zone puisse quitter le foyer de ces maladies-là et atteindre d'autres troupeaux ou d'autres zones qui ne sont pas contaminées. Ces mesures sont primordiales. C'est des mesures barrières. En plus de ces mesures, il y a des mesures médicales. Docteur Boukaya. Les mesures médicales sont appliquées, comme les vaccinations. Lorsque le vaccin existe pour la maladie donnée. C'est ce qui fait que la direction de l'élevage, d'ailleurs, organise chaque année des campagnes de vaccination en vue de protéger les animaux. Au jour d'aujourd'hui, on vaccine massivement contre certaines maladies, notamment la peste des petits ruminants chez les ovins et les caprins, la maladie de Newcastle chez la volaille, le charbon bactéridien chez les bovins et les petits ruminants, la rage canine chez le chien, le chat et les singes. D'autres acteurs de la filière avicole moderne. Il y a des maladies contre lesquelles les animaux ne sont pas protégés au Togo. C'est le cas de la peste porcine africaine, la fièvre aphteuse, par absence soit de vaccin, soit par non-couverture totale de tous les sérotypes qui sont présents sur le terrain comparativement au vaccin qui est disponible. C'est le cas d'ailleurs de la fièvre aphteuse dont le vaccin existe mais qui ne couvre pas tous les sérotypes qui circulent sur notre territoire national. Outre ces dispositions, il faut bien nourrir les animaux. À jeudi prochain. Sport football, deuxième jour hier mercredi du stage des éperviers locaux pour les préparatifs de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Une journée qui a vu la participation de Prince Segbefia et Emmanuel Abidé Baochei à la séance d'entraînement. Pendant ce temps, la première journée de la D1 féminine a pris fin hier mercredi avec une moyenne de 4,28 buts marqués par match. Des précisions avec Solim Lemon. Le championnat national féminin de football de première division a bouclé sa première journée avec 30 buts marqués pour 7 matchs joués sur les 8 programmés. Dans le groupe 1 Akara, Djabir, après sa démonstration de force face à Diara 8 buts à 0, occupe la première place avec 3 points suivi de Bella FC de Kara qui a atomisé Lyon 7 buts à 1. Lyon et Diara sont 3e et 4e du groupe. Dans le groupe 2 Asakode, Pilote 1, Étoile 0. Le deuxième match opposant Gazelle et New Star n'a pas pu se dérouler car New Star n'a pas pu faire les tests Covid. Dans le groupe 3, Akbalime, Ahé FC a écrasé Winner par 5 buts à 0. Espérance et US Amou ont fait jeu égal 2 buts partout. Ainsi, Ahé FC est premier avec 3 points. Espérance et US Amou sont 2e et 3e, puis Winner, dernier du groupe. Dans le dernier groupe, Amis du Monde s'est imposé face à Atleta 2 buts à 1, puis Apache domine Tempête sur la marque d'1 but à 0. Amis du Monde et Apache se partagent la première place avec 3 points chacun, puis Tempête et Atleta ferment la marche avec 0 points. Toujours sur le plan national, les éperviers locaux ont bouclé le deuxième jour de stage mercredi au stade de Kégué. Une séance intense qui a permis au staff de résumer et déterminer la puissance et les qualités cardiovasculaires de chaque joueur. Cette séance permettra de fixer dans les jours qui viennent de manière précise les vitesses à respecter lors des différentes séances d'entraînement et d'établir en compétition des objectifs chronométriques en cohérence avec le niveau des joueurs. Ce deuxième jour a vu la participation de Prince Segbefia, milieu offensif de Tuzlaspor en D2 turc, et de l'ancien capitaine des éperviers, Emmanuel Adebayor Cheyi. Toujours sur le plan national, la FIFA a publié ce jeudi son classement mensuel des pays affiliés. Le Togo a donc gagné 2 places et est actuel 36e au classement africain. En Afrique, le prochain adversaire du Togo, le 1er septembre prochain, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Sénégal se classe premier, suivi de la Tunisie, de l'Algérie 3e, Maroc 4e et Nigeria 5e. Sur le plan européen pour finir, la Super Coupe d'Europe a été remportée mercredi par Chelsea qui est venu à bout de Villarreal au tir au but 6-5 temps réglementaire, 1 but partout. Le vainqueur de la Ligue européenne des champions a donc dicté sa loi au vainqueur de la Ligue Europa. Le club londonien remporte ainsi sa deuxième Super Coupe après celle de 1998. En moins de 7 mois sur le banc de Chelsea, Thomas Tuchel, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, a remporté 2 trophées majeurs.
Cette édition s'achève. Merci de l'avoir suivi. La principale information, c'est l'adoption hier en Conseil des ministres du projet de décret portant cession d'une partie des actions de l'État dans le capital social de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie BTCI. Divers prix ont été recueillis sur le marché des céréales cette semaine. Ils concernent le maïs, le sorgho, le haricot, le mil et le gari. Geneviève Pognon pour les détails.